contre les pressions étrangères injustes. Questions orales. The honourable member. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente. Les statistiques du chômage ont été présentées et les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous sommes maintenant dans une crise du chômage. Le taux de chômage est de 7 en Ontario. On a perdu 25 000 emplois manufacturiers et un étudiant sur 5 ne peut pas trouver de travail cet été. Quand le gouvernement va-t-il mettre fin à ces politiques qui nuisent aux emplois afin que les Canadiens puissent se mettre au travail? Le ministre des Finances, Madame la Présidente, nous avons vu les statistiques et je dirais que c'est attribuable en grande partie à la guerre commerciale avec nos voisins du Sud, mais les Canadiens devraient se réjouir. Plus tard, nous allons déposer un plan pour renforcer le Canada. De ce côté-ci de la Chambre, nous agissons de l'autre côté. Ils ne font que poser des questions. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Madame la Présidente, le fait est que le chômage augmente depuis 2 ans. J'ai parlé à Josh, un homme dans la trentaine. Il est au chômage depuis plus d'1 an et il a envoyé 1000 CV. Les statistiques démontrent que les Canadiens au chômage, comme Josh, cherchent plus longtemps et sont plus désespérés. En augmentant les impôts, en nuisant au développement et en laissant l'immigration devenir hors de contrôle, les libéraux méritent des gens comme Josh, des débouchés qu'ils méritent. Le gouvernement fera-t-il quelque chose afin que des gens comme Josh puissent se trouver du travail? Madame la Présidente, je pense à Josh, à sa famille, à ses communautés et à toutes les communautés au pays qui sont aux prises avec cette guerre commerciale. C'est pourquoi nous allons déposer un projet de loi plus tard aujourd'hui avec un plan. Nous pouvons aider Josh en ayant un plan pour créer des débouchés, pour construire un Canada fort, un Canada fier et prospère. Et je tiens à saluer le travail de mon collègue, le ministre des Transports. On a fait du bon travail pour avoir une économie unique. Le député, Madame la Présidente, s'ils avaient un plan, normalement, quand on présente un plan pour lutter contre le chômage, on dépose un budget. Leur réaction aux statistiques, c'est de blâmer les autres, blâmer des facteurs externes et ils refusent de nous présenter un budget. Ils n'ont aucun plan, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de plan pour régler la crise du chômage. Ils doivent réduire les impôts, permettre le développement et contrôler l'immigration. Les leaders du gouvernement en Chambre. Madame la Présidente, en effet, ce gouvernement a un plan. Le plan sera déposé plus tard aujourd'hui sous la forme d'un projet de loi que ce député et ses collègues auront la chance de soutenir. C'est un plan pour construire le pays, un plan pour collaborer avec tous les premiers ministres du pays qui ont adopté ce plan, un plan pour construire des projets d'envergure, un plan pour l'économie, un plan pour créer des débouchés pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Ce député va-t-il soutenir notre plan? Le député de Moose Jaw Lake Center, Lanigan. Madame la Présidente, aujourd'hui, nous avons appris que le taux de chômage est passé à 7 C'est le taux le plus élevé depuis une décennie, sauf pour la pandémie. Pour les étudiants, c'est encore plus élevé. On parle de 21 Les jeunes du Canada veulent commencer leur carrière, mais font face à des obstacles à toutes les étapes. Ils veulent avoir l'indépendance et ne pas être un fardeau pour leurs parents. Pendant 10 ans, les libéraux sont à la tête du pays et les choses ne se sont que détériorées. Les libéraux ont créé cette crise de l'emploi. Ont-ils un vrai plan pour régler cette crise? Le secrétaire parlementaire. Yeah, that's what I said. Secretary of... Le secrétaire d'État. Madame la Présidente, nous défendons les familles qui sont touchées par les tarifs injustes et illégaux des États-Unis. Nous défendons les entreprises. Madame la Présidente, nous passons à l'action. Nous venons de présenter un projet de loi pour réduire les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous réduisons la taxe carbone
et nous réduisons les taxes pour l'achat d'une première maison. Le député de Montmorency-Charlevoix. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, le taux de chômage chez les jeunes du Québec est 3 fois plus élevé que pour le reste de la population. On parle de 17 au lieu de 5 Les offres d'emploi estivales ont chuté de 22 depuis un an. Alors que le prix des maisons explose à coût de centaines de milliers de dollars, nos jeunes veulent juste commencer à travailler pour être capables de s'amasser un petit peu d'argent. Quand est-ce que le gouvernement va finalement déposer un budget pour que nos jeunes puissent budgéter leur futur? Honorable ministre des Finances. Madame la Présidente, justement, mon collègue aura la chance plus tard aujourd'hui de voter en faveur d'une législation qui contient un plan pour bâtir un Canada fort, pour bâtir des projets d'intérêt national, Madame la Présidente, pour s'assurer que le Canada soit l'économie la plus forte du G7, Madame la Présidente, s'assurer que les industries au pays puissent prospérer, s'assurer que les jeunes puissent trouver un emploi dans le futur. Madame la Présidente, la façon de bâtir un Canada fort, c'est de présenter un plan, c'est de présenter des actions. C'est exactement ce qu'on va faire de ce côté-ci de la Chambre. Et les Canadiens vont regarder ce que les conservateurs vont faire. Vont-ils nous appuyer pour bâtir un Canada fort? Honorable député de Montmorency-Charlevoix. Madame la Présidente, encore des mots et pas grand budget qui s'en vient pour nous. Nos jeunes veulent juste participer à l'économie, s'assurer de travailler pour bâtir leur futur. Mais là, on apprend que le chômage est 3 fois plus haut chez nos jeunes que chez le reste de la population. Pire encore, un nouveau rapport de Statistique Canada nous dit qu'il y a 1,6 million de personnes qui sont au chômage, une augmentation de 13,8 depuis l'année passée. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'abandonner nos jeunes qui veulent juste travailler pour se bâtir un futur? L'honorable ministre. Madame la Présidente, ce que les jeunes veulent voir, c'est ce que les conservateurs vont faire aujourd'hui. Parce qu'au lieu de juste parler, Madame la Présidente, ils vont avoir l'opportunité d'agir. D'agir pour supporter les jeunes à travers le pays en supportant une législation qui a un plan ambitieux pour le Canada. Le premier ministre a présenté un plan ambitieux, Madame la Présidente. Il y avait une réunion avec tous les premiers ministres des provinces et des territoires. Le Canada est plus uni que jamais à bâtir un avenir fort pour nos jeunes, à bâtir un avenir fort pour nos communautés, à bâtir un avenir fort pour nos industries. Madame la Présidente, est-ce que les conservateurs vont appuyer notre plan d'un Canada fort? Honorable député de Côte-Nord, Kawawa-Shikamak, Nitissana. Merci, Madame la Présidente. Ça fait 3 mois que l'aluminium et l'acier subissent les tarifs de Donald Trump sans aide d'Ottawa. Cette semaine, ces tarifs ont doublé. Des employeurs comme Malouette ou Alcoa dans une région comme la Côte-Nord, c'est le cœur de l'économie, sans compter toutes les entreprises qui dépendent de l'acier. Il faut prévoir des liquidités pour nos industries. Il faut rediriger l'argent des contre-tarifs. Il faut créer une subvention salariale pour prévenir des pertes d'emploi. Après 3 mois de guerre tarifaire, qu'est-ce qu'Ottawa attend? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Au contraire, nous n'attendons pas, évidemment. Mon collègue, le ministre des Finances et moi, on a rencontré, par exemple, l'industrie de l'acier hier. On a parlé de l'importance de liquidité qui s'applique évidemment aux industries d'aluminium au Québec et ailleurs au Canada. Il y a une facilité au ministère des Finances qui offre exactement cet appui. Nous avons ajusté les mesures d'assurance-emploi, même avant l'élection, pour s'assurer que les travailleurs aient accès. Nous allons continuer de travailler avec les travailleurs et l'industrie afin de s'assurer que nous sommes là pour l'industrie en même temps que nous tenons debout contre... L'honorable député de Côte-Nord, Kawawa-Shikamak, Nitissana. Madame la Présidente, un lien d'emploi, c'est pas l'assurance-emploi. Les libéraux abandonnent nos régions, on le voit, et il y a un autre exemple, celui du bois d'œuvre. Rémabec, entre autres, fait des mises à pied partout au Québec, Arbec chez nous. Notre industrie est en guerre commerciale avec les Américains. Pas depuis l'élection de Donald Trump, depuis son premier mandat, en 2017. Ça fait 8 ans que notre foresterie subit des tarifs américains sans liquidité et sans soutien pour créer de la valeur ajoutée avec la transformation. Combien de mises à pied ça prendra encore pour qu'Ottawa bouge? L'honorable ministre du Transport. Merci pour la question, Madame la Présidente. L'industrie du bois d'œuvre est très importante pour le Canada et très importante pour les régions du Canada. Et c'est une des raisons pour lesquelles
Je serais très contente de voir l'appui de tous les députés de cette Chambre pour notre législation concernant notre plan de bâtir une économie canadienne. Ce plan va vraiment bâtir le Canada. On a besoin de bois d'œuvre pour bâtir notre magnifique pays. Et pour cette raison, tous les gens qui se concernent avec l'industrie de bois d'œuvre doivent appuyer ce loi. L'honorable député de Boisvert-Salaberry, Soulanges-Huntington. Madame la Présidente, alors que les attaques de Donald Trump sur notre économie s'aggravent, nos industries ne demandent pas la Lune. Elles demandent des garanties. Des garanties qu'elles auront accès à des liquidités lorsque nécessaire. Des garanties qu'elles auront accès à une subvention salariale pour garder leurs travailleurs, leur expertise. Tout ce qu'on demande aux libéraux, c'est de penser un coup d'avance pour une fois, au lieu d'attendre que des usines ferment et que des Québécois perdent leur emploi. Il faut agir au lieu de réagir trop tard. Qu'est-ce qu'ils attendent? Bravo. L'honorable leader du gouvernement en chambre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout comme le caucus du Parti conservateur, le Bloc aura une opportunité en or, une opportunité d'appuyer le gouvernement du Québec, voire même l'ensemble des gouvernements provinciaux et territoriaux du pays, les acteurs du milieu, le monde des affaires, les syndicats et surtout les gens en quête d'opportunités. Car on entend bâtir le pays. À coup de projets majeurs, on entend répondre à M. Trump et aux Américains avec de la construction et l'édification de grands projets au pays. Le Bloc québécois aura l'occasion, plus tard cet après-midi, de venir appuyer un plan concret pour faire ça. Le député de Nanaimo, Lady Smith. L'année dernière, 15 000 habitants de l'île ont eu recours à Loaves and Fishes, la banque alimentaire de ma circonscription, tandis que 225 000 personnes ont visité les banques alimentaires de la Colombie-Britannique. Un tiers de ces personnes étaient des enfants. Le premier ministre avait promis des produits alimentaires abordables. Au lieu de cela, le prix du lait maternisé a augmenté de 9 % et celui du bœuf, 33 % depuis janvier. Les libéraux continuent de dépenser, les Canadiens continuent de souffrir. Les libéraux vont-ils enfin présenter un budget qui réduit l'inflation afin que les Canadiens puissent se nourrir? Le leader du gouvernement en chambre. Je souhaite la bienvenue à cette députée. De toute évidence, elle n'était pas là et devrait peut-être parler à ses collègues qui se sont systématiquement opposés à toutes les mesures d'abordabilité proposées par ce gouvernement. On parle des garderies abordables, on parle d'allocations canadiennes aux enfants, les programmes de nutrition scolaire, les soins dentaires, l'assurance médicaments. Ce parti a systématiquement voté contre toutes les mesures d'abordabilité présentées pour aider les gens qu'elle prétend représenter. La députée de Nanaimo, Lady Smith. Madame la Présidente, le ministre blâme les autres, mais un tiers des usagers des banques alimentaires sont des enfants. Le coût des pommes a augmenté de 19 %, le fromage 5 % les oranges 26 %. Pas depuis 2015, mais bien depuis janvier. Il faut compter 100 $ pour se nourrir pendant 2 jours. Le gouvernement dépense un demi-billion de dollars sans dire aux parents canadiens d'où viennent les revenus. Le premier ministre va-t-il respecter la volonté de la Chambre et déposer un budget au printemps? Le leader du gouvernement en chambre. Madame la Présidente, la députée parle de budget. Elle devrait demander aux collègues de son caucus ce qu'il y en est des budgets passés qui ont aidé les gens qu'elle représente, les gens qui veulent un programme d'alimentation scolaire. Ces gens profitent de l'allocation canadienne aux enfants indexée. Il y a aussi les places en garderie subventionnées. Est-ce qu'on peut laisser le ministre répondre à la question? Le ministre dispose de 10 secondes. Cette députée devrait poser la question à ses collègues. La prochaine fois qu'on présente une mesure pour aider les Canadiens, peut-être qu'ils devraient la soutenir. Le député de Bow River. Madame la Présidente, je ne sais pas si le premier ministre fait ses propres courses.
Je ne sais pas s'ils pensent que les prix à l'épicerie sont acceptables. Le bœuf a augmenté de 34 %, le riz 14 %, le café 9 %. Quelle est sa réaction? Il dépense un demi-billion de dollars et n'a pas de plan. Va-t-il nourrir les familles au lieu de nourrir l'inflation? Le secrétaire d'État. Merci, Madame la Présidente. Les députés de l'autre côté ont voté contre toutes nos mesures pour aider les familles partout au pays, qu'il s'agisse de l'allocation canadienne aux enfants, les soins dentaires, les garderies, les initiatives en logement. Le député de l'autre côté n'a rien fait pour soutenir les familles au pays. Honte à eux. Le député de Bow River. J'aimerais remercier le député d'Edmonton West. C'est une blague. Le premier ministre ne fait pas ses courses, alors il ne sait pas que le bœuf a augmenté de 34 %, le lait maternisé 9 %. Mais moi, je le sais, tout comme les familles de Bow River qui sautent des repas afin que les enfants puissent manger. Les familles ont besoin d'un peu de répit. Les politiques du gouvernement libéral ne fonctionnent pas. Les libéraux vont-ils finalement déposer un budget qui réduit l'inflation, qui réduit les impôts afin que les Canadiens puissent se nourrir? Ou est-ce seulement le prix à payer pour les mauvaises politiques libérales? Le secrétaire d'État. Madame la Présidente, voyons les faits. En 2022, l'inflation était de 8,1 %. Nous avons réussi à réduire l'inflation. Le parti de l'autre côté dit défendre l'économie, mais ce n'est pas le cas. Avec leur gouvernement précédent, notre économie a échoué. Nous allons reconstruire notre économie de façon agressive en investissant dans les Canadiens. Merci, Madame la Présidente. La députée de Yorkton-Melville. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a dit qu'il voulait être jugé sur l'expérience des Canadiens à l'épicerie. Voyons donc ce qu'il en est. Les pommes ont augmenté de 18 % depuis janvier, les oranges 26 %, le café 9 % et le bœuf 33 %. Les Canadiens sont étouffés et la réponse des libéraux a été d'ajouter un demi-billion de dollars en nouvelles dépenses inflationnistes. Quand vont-ils déposer un budget pour réduire l'inflation et réduire les impôts afin que les Canadiens puissent nourrir leurs familles? Le secrétaire d'État. Merci, Madame la Présidente. Voyons les faits. Le parti de l'autre côté a voté contre le programme d'alimentation scolaire. Ils ne soutiennent pas l'alimentation des enfants dans les écoles, ils ne soutiennent pas les familles, ils ne soutiennent pas les jeunes mères, ils ne soutiennent pas les Canadiens qui ont besoin de soins dentaires, ils ne soutiennent pas grand-chose qui aide les Canadiens. Il est temps que tous les Canadiens travaillent ensemble et j'espère que le parti de l'autre côté faisait la même chose en votant pour nos initiatives. Madame la Présidente, cette Chambre exige qu'un budget soit déposé ce printemps. Mais les libéraux demandent plutôt d'approuver plus de 500 milliards de dollars en dépenses sans présenter un seul chiffre, un seul budget. Pendant ce temps-là, le chômage grimpe, les paiements hypothécaires sont en retard et même des travailleurs à temps plein sont obligés d'aller dans les banques alimentaires, Madame la Présidente. Alors que tous les Canadiens doivent faire un budget avant de dépenser, ce gouvernement-là, Madame la Présidente, refuse d'en déposer un. C'est quand qu'on va voir le début d'un commencement d'un budget, Madame la Présidente? Le leader du gouvernement à la Chambre. La bonne nouvelle, Madame la Présidente, c'est que cette députée aura l'occasion d'appuyer pas seulement un, mais deux éléments de création d'opportunités et d'emplois pour l'ensemble des Canadiens. Notamment, aujourd'hui, on va débattre de la loi sur l'abordabilité qui baisse les impôts pour 22 millions de Canadiens. Wow. Deuxièmement, plus tard, on va déposer un projet de loi appuyé par les acteurs du milieu au Québec, par le gouvernement du Québec, pour créer de l'opportunité et faire des projets majeurs au Canada. Est-ce que la députée va les appuyer? Honorable député de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis. Madame la Présidente, les libéraux ont brisé leurs promesses en augmentant les dépenses de 8 % alors qu'ils avaient promis de réduire les dépenses de 2 % à 2 %. Résultat, l'inflation alimentaire est hors de contrôle. Depuis janvier, le bœuf a grimpé de 34 %, les pommes de 18 %, le riz de 14 % et la formule pour bébé a augmenté de 9 % Madame la Présidente. Les banques alimentaires débordent, les familles canadiennes ont faim. Quand ce gouvernement-là va-t-il déposer un budget ce printemps, Madame la Présidente? Il reste moins de 10 jours.
L'honorable ministre des Finances. Madame la Présidente, ma collègue aura l'opportunité de démontrer à ses commettants plus tard aujourd'hui, encore une fois, qu'elle veut supporter l'abordabilité, Madame la Présidente. Non seulement on a eu la deuxième lecture du projet de loi sur une réduction d'impôts, Madame la Présidente, 22 millions de Canadiens et Canadiennes, plein de gens dans son côté vont en bénéficier, et plus tard aujourd'hui, elle aura l'occasion de montrer tout le courage politique qu'elle a, de dire oui, je vais appuyer le gouvernement libéral parce qu'on va bâtir un Canada fort ensemble. Madame la Présidente, les gens de son côté vont regarder la télévision aujourd'hui et de ce côté-ci de la Chambre, on va regarder aussi. Est-ce qu'elle va faire la bonne chose pour faire avancer ses commettants, bâtir un Canada fort? Honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. 1 million de dollars, Madame la Présidente. Ça, là, c'est pas le montant du prochain 649. Non, non, non. Ça, c'est le montant de fonds publics déjà gaspillés par ce gouvernement fédéral en contestation de la loi 21 sur la laïcité de l'État québécois. Imaginez, Madame la Présidente, le procès n'est même pas commencé en Cour suprême que déjà les libéraux ont dépensé 1 million d'argent de nos impôts pour s'attaquer à la laïcité du Québec. Y a-t-il une limite au montant d'argent que les Québécois vont devoir payer pour que les libéraux combattent leur propre loi avec leur propre argent? Oui. The Honorable Minister. Madame la Présidente, ce cas s'engage est des questions importantes et selon moi, c'est important pour le gouvernement fédéral de participer dans le cas. Quand les députés considéré la question de la Cour, c'est important de réaliser qu'il y a beaucoup de dépenses et pour les travailleurs qui emploient dans le ministère toujours. C'est très important pour continuer de protéger les droits qui sont dans les chartes et respecter la juridiction de la province en même temps. L'honorable député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. On ne respecte pas les juridictions du Québec en attaquant les lois du Québec. Je pense que le ministre n'a pas trop compris son rôle. Hein? En dépensant 1 million de dollars en frais d'avocat pour contester la loi 21, avant même le début du procès, le fédéral y prouve une chose, c'est qu'il reculera devant rien pour casser les Québécois puis affaiblir la laïcité du Québec. Il reculera devant rien pour s'attaquer à la clause dérogatoire puis à la capacité du Québec et de l'Assemblée nationale d'adopter nos lois, les lois qu'on veut, que les Québécois veulent, mais qui ne sont pas celles du Canada. Si le fédéral il veut se battre à n'importe quel prix contre la volonté des Québécois, pourquoi est-ce qu'il prend l'argent des Québécois pour faire ça? Bravo. L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Notre gouvernement a depuis longtemps émis des réserves quant au projet de loi 21 du gouvernement du Québec, notamment sur l'utilisation que nous jugeons abusive de la clause non-obstant. C'est pourquoi nous avons décidé depuis longtemps que nous allions intervenir et ce que nous faisons, c'est nous préparer pour intervenir puisque c'est un cas qui dépasse les frontières du Québec et même, mon collègue du Bloc québécois le sait très bien, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets de ce projet de loi-là au Québec également. Merci. La députée de Lakeland. Après leur dernière décennie anti-emploi, les libéraux disent qu'ils veulent que le Canada soit une superpuissance énergétique, mais ils ne vont approuver les projets que s'il y a consensus. Il n'y a même pas consensus au sein du cabinet. Le premier ministre a dit qu'il est essentiel de ne pas augmenter la production pétrolière. On a aussi dit que la moitié des réserves doivent rester dans le sol. Le premier ministre a copié les conservateurs en matière d'énergie. Est-il vrai qu'on pourra construire des oléoducs rapidement? L'honorable ministre. Madame la Présidente, j'aimerais remercier la députée de sa question. Plus tard aujourd'hui, nous allons déposer un nouveau projet de loi pour aider à construire un Canada fort, pour construire des projets d'intérêt national, pour que nous soyons l'économie la plus forte du G7. Et j'espère que la députée soutiendra notre projet de loi. La députée de Lakeland. Avec cette rhétorique et les séances de photos, ça ne dérange pas. Les actions comptent. Aucun oléoduc ne sera construit. Les entreprises ne construiront pas d'oléoduc alors que ce gouvernement continue d'imposer la taxe carbone sur l'industrie. Ils ne veulent pas abroger le projet de loi C-69 et ils disent qu'il doit y avoir consensus, mais eux-mêmes vont définir ce qui est dans l'intérêt national. Pourquoi ne pas simplement abroger toutes les lois anti-énergie afin que les travailleurs canadiens puissent travailler? You know, Madam Speaker. Vous savez, Madame la Présidente, parfois, elle parle de mesures concrètes. Eh bien, cette députée
cette fois, aura la chance de se lever pour les travailleurs, de se lever pour le gouvernement de l'Alberta, de se lever pour tous les premiers ministres des provinces et territoires. Elle pourra se lever pour les travailleurs, les syndicats, les entreprises, les gens qui veulent construire ce pays, qui veulent créer des débouchés, qui veulent construire des projets d'envergure et construire un Canada fort. Cette députée va-t-elle se lever et faire quelque chose pour une fois? Le député de Terra Nova, les Péninsules. Monsieur le Président, durant la décennie perdue sous les libéraux, nous avons perdu des investissements et cela a causé une grande instabilité dans notre région. Mon collègue du Terre-Neuve, cette semaine, a annoncé avec fierté qu'ils investissaient, encore une fois, mais pas ici. Ils investissent en France. Et je me demande si le leadership libéral a forcé mon collègue de Terre-Neuve d'annoncer cette nouvelle honteuse. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'il est important pour le député d'en face de comprendre qu'un projet de loi va être déposé plus tard aujourd'hui qui vise à faire croître l'économie du pays. Je suis fière de ce que le nouveau gouvernement fait pour que le Canada soit à la hauteur de l'occasion qui se présente à lui et que nous allons devenir une superpuissance. Et j'espère que le député va voter dans l'intérêt de tous les habitants de Terre-Neuve et Labrador et de tous les Canadiens. Le député de Terra Nova, les Péninsules. Madame la Présidente, ils sont bons pour faire des promesses, mais ils n'arrivent pas à les tenir. Avant, nous produisions du carburant pour avions, du pétrole, du gaz, mais maintenant, on investit seulement pour le biodiesel et tous les autres carburants sont mis de côté et tout le monde doit en payer la note. Est-ce que le gouvernement comprend que les grands titres politiques font en sorte qu'on doit payer pour importer du carburant alors qu'on en exploitait auparavant? Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Nous avons rencontré le premier ministre de Terre-Neuve lundi pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut renforcer le Canada. Nous allons déposer, ne serait-ce que 5 jours plus tard, un projet de loi pour continuer la croissance et j'espère que le député va appuyer ce nouveau projet de loi. Le député de Peace River Westlock. Monsieur le Président, après le projet de loi C-69 des libéraux qui a annulé des dizaines de projets de pipeline au Canada, l'Allemagne, le Japon, la Pologne, l'Ukraine, la Corée du Sud, les Philippines, entre autres, ont tous demandé au Canada d'exporter du gaz naturel liquéfié. Les libéraux se vantent qu'on va devenir une superpuissance alors que le reste du monde veut notre énergie, mais nous avons besoin d'exploiter l'énergie canadienne avec des pipelines canadiennes pour exporter ce produit canadien ailleurs. Alors, combien de pipelines seront en opération au cours des 2 prochaines années? Le leader en Chambre. Madame la Présidente, ce député, tout comme tous ses collègues, vont avoir une occasion en or qui sera présentée plus tard aujourd'hui. Nous allons présenter un projet de loi qui comprend un plan pour bâtir ce pays. C'est bon pour les hommes et les femmes du pays, pour le bois d'œuvre, l'acier, pour les entreprises canadiennes, pour tout le monde, aux 4 coins du pays. Nous allons bâtir le Canada de demain et le député aura une occasion en or d'appuyer le plan du gouvernement. Va-t-il le faire? Le député de Hull-Elmer. Présidente, les travailleurs et entreprises canadiens se mobilisent déjà pour bâtir une économie propre et compétitive. Mais à l'heure où notre plus grand partenaire commercial menace d'imposer de nouveaux tarifs douaniers, il est essentiel que nous élargissions nos échanges commerciaux avec d'autres pays. Est-ce que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut nous dire comment le système de tarification du carbone permet la croissance et la souveraineté économique? Merci le député de Hull-Elmer pour cette question. La tarification de carbone dans l'industrie est importante pour bâtir une économie pour le Canada qui est forte. In the face of U.S. tariffs,
Au vu des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, nous cherchons à diversifier nos options sur le plan commercial. Et voilà pourquoi nous nous tournons vers des partenaires. Et le fait d'avoir une tarification du carbone nous donne un accès à d'autres marchés. Et aussi, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les emplois au Canada. Et contrairement aux conservateurs qui ne se soucient pas de cela et qui essaient d'éviter à l'ordre, le député de Langley Township, Fraser Heights. Madame la Présidente, le rêve canadien, c'est d'être propriétaire d'une maison, mais ce rêve a été brisé pour tant de jeunes familles. Et pour ceux qui sont chanceux et sont propriétaires, eh bien, ils font face à une augmentation des paiements hypothécaires en raison des taux d'intérêt élevés causés par la mauvaise gestion du gouvernement libéral. Et d'après le rapport, 63 des propriétaires s'inquiètent de ne pas pouvoir rembourser leur hypothèque et 17 ont déjà manqué un paiement hypothécaire. Alors, j'ai une question pour le ministre du Logement. Reconnaît-il que le gouvernement libéral a totalement mal géré le dossier du logement? Le ministre du Logement. Madame la Présidente, nous nous concentrons sur le plan le plus ambitieux en matière de logement qui soit. Nous avons répondu à beaucoup de questions sur la question. Manifestement, il s'apprête à appuyer notre initiative pour accélérer le logement abordable à l'échelle du pays grâce au programme Maison Canada. Il est temps d'agir. Le député de Beauce. Madame la Présidente, la crise du logement est partout à travers le pays. Les prix des loyers ont explosé lors des 10 dernières années sous ce gouvernement libéral. Les programmes fédéraux pour les multilogements sont trop lents, trop lourds, trop chers, trop compliqués et surtout inflationnistes. Les mesures annoncées par ce gouvernement ne suffisent pas. Les jeunes beaucerons méritent de s'acheter leur propre maison. Ma question est bien simple. Quand ce gouvernement va-t-il présenter un budget? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je noterai d'abord, je félicite mon collègue pour son arrivée en Chambre, son élection. Je noterai toutefois qu'au cours des 10 dernières années, son parti a voté contre toutes les mesures d'abordabilité, que ce soit baisse d'impôts pour la classe moyenne, allocation canadienne pour enfants, programme de soins dentaires, plus de places en garderie au Québec. Là, ils sont partis du bon pied en nous appuyant avec une mesure pour baisser les impôts pour 22 millions de Canadiens, puis en réduisant, en éliminant la TPS sur les nouvelles constructions également, ce qui va aider directement les premiers acheteurs à avoir accès à la propriété. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée et nous appuyer avec les estimés qui financent des programmes essentiels dont ces commettants en Beauce dépendent. Merci, ministre. La députée de King Vaughan. Madame la Présidente, d'après l'Agence du logement des libéraux, il y a 69 des Canadiens qui ont de la difficulté à rembourser leurs dettes et un Canadien sur 5 utilise le crédit pour rembourser ses dettes. Il y a une hausse de 34 des pertes d'emploi et le rêve d'accès à la propriété est de plus en plus éloigné pour les Canadiens. Alors, qu'est-ce que le gouvernement libéral entend faire pour restaurer l'espoir chez les Canadiens? Quand est-ce qu'un budget sera déposé pour que les Canadiens puissent planifier leur avenir? Le ministre du Logement. Merci, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit, à maintes reprises en Chambre, de notre côté de la Chambre, nous travaillons fort à faire que les jeunes Canadiens aient accès à la propriété. Nous offrons jusqu'à 50 000 de rabais de TPS pour les propriétés pouvant atteindre 1 million de dollars pour les nouvelles propriétés et les nouveaux propriétaires. Donc, nous nous concentrons sur les nouveaux propriétaires, mais aussi nous avons le programme Maison Canada qui va permettre la construction d'unités de logement abordables. Ce sera bon pour les années à venir. Les libéraux ont promis 500 000 mises en chantier par année, mais d'après TD, cette cible est totalement irréaliste. Même avec les projections les plus généreuses, on peut voir que le plan ne peut être réalisé. Et en ce moment, on remarque aussi que les mises en chantier sont à la baisse. Éliminer la TPS pour les résidences de moins de 1 million de dollars, c'est impossible s'il n'y a pas de mise en chantier. Alors pourquoi ne pas présenter un véritable plan pour les Canadiens? Ou peut-être qu'ils n'en ont pas de plan. Le ministre du Logement. Merci, Madame la Présidente.
J'enjoindrai la députée d'en face de vérifier les chiffres. Nous construisons plus que jamais et nous devons accélérer la cadence. Et voilà pourquoi notre gouvernement s'est engagé durant la campagne de construire jusqu'à 500 000 nouvelles unités par année à l'échelle du pays. Et dans 10 ans, nous avons 10 ans à rattraper et nous allons aussi construire des maisons modulaires, une construction hors site et nous voulons construire plus vite, plus vert et moins cher à l'échelle du pays et c'est ce dont les Canadiens ont besoin. Le député de Parkland. Madame la Présidente, les incendies forcent des dizaines de milliers de personnes d'évacuer leur maison, mais il y a des criminels qui en profitent pour aller voler ces résidences abandonnées et volent aussi du matériel servant à lutter contre les incendies. Et il y a aussi du matériel d'urgence qui a été volé. Et d'après les autorités, ce serait le fait de récidivistes. Alors, pourquoi ne pas s'attaquer à la criminalité? La secrétaire d'État à la lutte à la criminalité. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement prend la sécurité des collectivités très au sérieux et nous nous sommes engagés à apporter une réforme du régime de mise en liberté sous caution. Nous allons nous attaquer au vol de véhicules, le trafic de drogue. Et je dois dire que les provinces et les territoires ont un rôle essentiel à jouer en matière de sécurité publique. Et je suis ravie de voir que dans la province de l'Ontario, on a pris des mesures. Le premier ministre Ford a fait une annonce pour renforcer son régime de mise en liberté sous caution. J'espère que les autres provinces... À l'ordre, le député de Parkland. Madame la Présidente, le gouvernement libéral a totalement échoué. J'ai parlé avec un agent de la GRC à Trinity Valley qui a dit qu'il avait arrêté un revendeur de méthamphétamine et 4 heures plus tard, il était déjà libéré. Les politiques de mise en liberté sous caution ont mis en danger nos collectivités et les gens sont mis en liberté tout de suite après avoir été arrêtés. Tout cela plus rapidement qu'un Canadien peut voir un médecin dans une salle d'urgence. Alors, pourquoi ne pas reconnaître que ces politiques ont rendu nos quartiers beaucoup moins sûrs? La secrétaire d'État. Madame la Présidente, je l'ai dit plus tôt, nous sommes engagés à faire en sorte que ce soit beaucoup plus difficile pour les criminels violents d'obtenir une liberté sous caution et nous aurons des peines plus strictes pour les récidivistes. Les provinces aussi ont un rôle à jouer. Nous avons eu des discussions avec les provinces et certaines ont déjà intervenu pour faire en sorte que les Canadiens soient en plus grande sécurité et nous ferons tout pour assurer la sécurité des Canadiens. Le député de York-Durham. Le laxisme des libéraux fait en sorte que la criminalité s'est accrue de 70 % depuis 2013. On est passé de 30 000 à... On est passé de 23 000 à 30 000 causes. Et tout cela, c'est en raison des mauvaises politiques de ce gouvernement. Pourquoi ne pas mettre fin au projet de loi C5 et C75? Le secrétaire d'État. Encore une fois, Madame la Présidente, je répète que nous allons proposer un projet de loi sur la mise en liberté sous caution au cours des prochains mois. Nous en sommes à obtenir de la rétroaction de tous les organismes policiers et nous allons faire ce qu'il faut pour protéger les Canadiens. Nous travaillons fort pour renforcer le régime, mais les provinces aussi ont un rôle à jouer dans l'administration de la justice. Le député de York-Durham, 10 ans, Madame la Présidente, 10 ans sans réforme. Pourquoi? Parce que les libéraux pensent que tout va bien, mais à Durham, c'est grave. Il y a eu 68 cas d'agression sexuelle et cette année, ça fait 128 cas déjà. Il y a une hausse de 137 % de certains types de criminalité. Alors, on peut voir la cause et l'effet. Alors, il faut mettre fin à ce cycle de la violence et mettre fin aux lois C5 et C75 qui permettent aux criminels de sortir de prison. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada. Bon, je comprends que le député est bouleversé, mais sa solution, c'est d'avoir des peines plus graves et faire en sorte que les personnes qui sont reconnues coupables d'agression contre un conjoint puissent s'en tirer. Mais nous allons faire en sorte que ce sera plus dur pour les invasions à domicile, le trafic.
et d'autres crimes aussi. Nous devons comprendre les lois et nous devons agir précisément plutôt que de ratisser large comme le député le propose. Madame la Présidente, hier, le ministre de la Sécurité publique a admis quelque chose de choquant. C'est le ministre responsable d'avoir confisqué les armes à feu des citoyens honnêtes. Il ne sait pas à quoi consiste un cours d'armes à feu et il ne connaît pas non plus le régime de permis d'armes à feu. Je l'invite à venir rencontrer l'association de tireurs sportifs de ma circonscription pour s'éduquer. Mais s'il ne connaît pas la base des lois réglementant nos armes à feu, alors pourquoi est-ce qu'il est le ministre responsable de la confiscation des armes à feu? Le ministre de la Sécurité publique. Je dois d'abord remercier le député d'en face parce qu'il est très compétent pour modifier des documents en ligne, des documents Adobe. Nous devons prendre des mesures responsables pour garder les armes à feu hors de nos rues. Nous avons un programme qui offrira une compensation juste aux entreprises et aux particuliers pour récupérer des armes qui ne seraient pas utilisables ni vendables. La première phase vise à ce que les 10 000 armes qui sont maintenant déclarées illégales. Le député de Winnipeg South Centre. Madame la Présidente, au cours de la dernière semaine, nous avons vu les incendies de forêt ravager ma région. Il y a eu des évacuations, des maisons détruites, des localités menacées et la qualité de l'air aussi est touchée. Et dans ma circonscription, il y a eu beaucoup de gestes de gentillesse et de générosité. Est-ce que la ministre de la Gestion des urgences et résilience des communautés peut nous dire ce qui peut être fait en ce moment? La ministre. Madame la Présidente, je remercie mon collègue de sa question et de sa compassion pour les habitants du Manitoba et de la Saskatchewan. Les incendies de forêt sont arrivés plus tôt que prévu cette année et les Canadiens se retroussent les manches pour s'entraider. Voilà pourquoi nous avons établi un partenariat avec le Manitoba, la Saskatchewan et la Croix-Rouge pour aider au financement. Chaque dollar versé à la Croix-Rouge sera à parier un dollar versé par le gouvernement pour aider les personnes qui sont sinistrées. For Saint John, Sainte-Croix. Le député de Saint John, Sainte-Croix. Hier, j'ai demandé au gouvernement pourquoi des délinquants sexuels récidivistes a eu droit à une mise en liberté sous caution au Nouveau-Brunswick. On blâme le juge et la policier, mais cette personne a déjà été reconnue coupable d'un crime, mais elle a été mise en liberté sous caution en vertu d'une loi fédérale et le gouvernement ne fait rien pour mettre fin à cet échappatoire. Ils disent que le projet de loi C2, c'est la réponse au problème, mais cela ne changera rien. Alors, quand est-ce que les libéraux vont arrêter de laisser les délinquants sexuels qui s'en prennent aux enfants d'obtenir la mise en liberté sous caution? Le ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, je comprends que dans cette affaire, il y a le Service correctionnel du Canada qui est responsable de la mise en liberté, qui a été réalisée aussi par la Commission des libérations conditionnelles. Nous voulons faire en sorte que les prédateurs sexuels, surtout ceux qui consomment de la pornographie juvénile, eh bien, nous voulons faire en sorte que les autorités aient les outils nécessaires pour s'en prendre à eux de façon plus adéquate. Le député de Central Newfoundland. Madame la Présidente, d'après les évaluations, le stock de morue a fluctué encore, mais il y a un secteur qui ressort pour ce qui est de la ressource. Je parle de la côte nord-est de Terre-Neuve. Les pêcheurs ont eu une petite hausse de leur quota l'année dernière, mais est-ce que la ministre va faire ce qu'il faut et allouer toute hausse de quotas aux pêcheurs de la côte nord-est? Madame la Présidente, je connais l'importance historique de la morue dans cette province et je me rappelle du moratoire il y a 30 ans. C'était dévastateur pour bon nombre de collectivités et de particuliers. Maintenant, nous voyons qu'on en est presque à une
étape saine. Il est important d'avoir un équilibre entre l'avenir de la province et le moyen de subsistance des pêcheurs. Et je me penche là-dessus. Le député de Central Newfoundland, mais il y a eu aussi beaucoup de prédation du stock de crabes et cela a une incidence sur la morue. Alors, on doit bénéficier de la hausse du stock de morue parce que maintenant, cela met le crabe en péril. Alors, pourquoi ne pas arrêter d'écouter les lobbyistes et les ONG étrangères, mais plutôt d'allouer toute hausse du quota de la morue aux pêcheurs de la côte nord-est. La ministre des Pêches, je le répète parce que je ne crois pas que mon collègue m'ait bien entendu, nous avons établir un juste équilibre entre le legs pour la prochaine génération et les moyens de subsistance des pêcheurs. Nous pouvons faire les deux, mais nous avons besoin d'un stock à l'avenir. Le député de Carleton. Madame la Présidente, le sport rassemble les gens, renforce la confiance en soi et aide les jeunes à rester en bonne santé et actifs. C'est pourquoi des programmes comme l'initiative Sport communautaire pour tous sont si importants, en particulier pour les enfants qui, sans cela, pourraient être confrontés à des obstacles à la participation. Est-ce que le secrétaire d'État au sport peut dire à la Chambre comment ce programme contribue à rendre le sport plus accessible pour les Canadiens? Le secrétaire d'État au sport. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mes voisins de Burlington de leur confiance et je remercie aussi les bons résidents de Carleton d'avoir élu mon collègue. Oui, le sport, ça permet... c'est important et nous avons Dribble Dreams, par exemple, à Milton et à Ottawa-Sud. Il y a une organisation de soccer, sport communautaire. Il y a aussi Jumpstart qui ont aidé plus d'1 million de familles canadiennes à participer à des activités sportives parce que chaque enfant mérite de faire du sport. Parce que lorsque les enfants en profitent, c'est le Canada qui en sort gagnant. Merci, Madame la Présidente. Après 10 ans de déficit inflationniste des libéraux, voici le résultat. Hier soir, j'ai reçu le témoignage crève-cœur d'une citoyenne de Victoriaville qui m'a écrit, et je la cite. « Je vis seule, les fins de mois sont très dures. Loyer, paiement, compte et manger s'il en reste. » Madame la Présidente, manger s'il en reste. Ici, au Canada. Alors, ma question est simple. Est-ce que les libéraux vont enfin déposer un budget pour que personne n'ait à couper dans leur nourriture? Honorable leader du gouvernement en chambre. Madame la Présidente, évidemment, on souhaite la bienvenue à notre nouveau collègue ici en Chambre. Il est chanceux parce qu'il aura l'opportunité aujourd'hui d'appuyer un projet de loi qui va baisser les impôts pour la madame à Victoriaville dont il parle. Il aura aussi l'occasion d'appuyer un projet de loi appuyé par son ancien patron, M. Legault, qui va créer et édifier de grands projets majeurs, qui va créer de l'opportunité, créer de l'activité économique, créer des opportunités pour la même madame dans sa circonscription. Le député de Courtenay-Alberni. Les tarifs de Trump ne sont que le dernier coup porté au secteur forestier de la Colombie-Britannique. L'industrie a besoin d'une bouée de sauvetage pour pouvoir offrir de bons emplois dans les localités rurales. La modernisation des usines pour produire de l'électricité à partir de la biomasse pourrait protéger les emplois et alimenter les réseaux électriques avec une énergie durable. L'usine de papier Catalyst à Port-Alberni a fait cette transition et 88 de ses émissions proviennent désormais de la biomasse. En 2023, les libéraux ont promis un crédit d'impôt pour l'énergie issue de la biomasse, mais ils ont retardé la mise en œuvre. Est-ce qu'on se rappelle du secteur forestier de la Colombie-Britannique et est-ce que la biomasse fait partie du budget de cette année? Le ministre de l'Énergie. Madame la Présidente, je remercie le député de sa question. Notre gouvernement appuie la croissance du secteur de la biomasse. Plus tard aujourd'hui, nous allons déposer un projet de loi qui va nous permettre de faire fond sur de nouvelles sources d'énergie et des sources efficaces et j'espère que le député va nous appuyer. La députée du Nunavut. Madame la Présidente, nous avons le taux le plus élevé de pauvreté infantile au Canada, environ
un enfant sur 8 va à l'école le ventre creux tous les jours, mais pourtant, on a mis fin au programme Hamlet Food et Nutrition North ne réduit pas le coût des produits alimentaires. Et pendant ce temps, la Northwest Company affiche régulièrement des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Les libéraux admettront-ils qu'ils considèrent la soi-disant édification nationale de Grace Bay plus importante que de nourrir les enfants inuits? La ministre. Merci, Madame la Présidente. Nous allons rétablir les prestations pour qu'elles atteignent vraiment les habitants du Nord et nous avons un comité des plaintes qui a été créé avec des représentants inuits. Nous reconnaissons que la nourriture, c'est aussi une question non seulement de nutrition, mais de culture et nous voulons que cette subvention aille directement aux habitants du Nord. Merci. Voilà qui met fin à la période des questions. J'aimerais rappeler aux députés de regarder peut-être au fauteuil, voir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui siège. Ce serait bien apprécié.